J'ai le plaisir d'animer cette conférence sur comment Microsoft en fait, va vous aider à prendre soin de vos clients. Donc, on va aborder en fait ce thème-là sous le thème de la transformation digitale. Et le leitmotiv premier que je vais vous expliquer, on va d'abord présenter un petit peu les constats de la transformation digitale en France et au niveau européen. Et ensuite, je vais vous expliquer un petit peu quelle est l'approche de Microsoft en termes d'entreprise moderne en 2016. Et comment finalement prendre soin de ses clients, c'est avant tout prendre soin finalement de ses collaborateurs de son entreprise et faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise travaillent mieux, collaborent mieux, de manière intelligente. Et c'est bien ce travail commun de l'ensemble des collaborateurs qui fait qu'on prend mieux soin de ses clients. On va aborder différents sujets et je vous montrerai un exemple concret. Alors juste en guise d'introduction, pour me présenter, donc je suis Samuel Gourrier, je travaille dans la société Isatech qui est partenaire intégrateur de Microsoft et nous sommes intégrateurs depuis une trentaine d'années en fait des solutions Microsoft et nous couvrons l'ensemble des produits Microsoft, aussi bien le CRM, les ERP, la partie réseau social, le décisionnel, en gros tout ce qui se fait de près ou de loin chez Microsoft. Et donc moi je suis responsable de toutes les offres digitales au sein d'Isatech. Donc, on va aborder ce thème-là de comment prendre soin, effectivement, en commençant par quelques constats sur la transformation digitale, puisque c'est un terme que tout le monde utilise, qui est parfois un peu galvaudé, qui est un petit peu, voilà, on ne sait pas trop ce que ça comprend. Alors, juste une information, donc c'est une information d'une étude qui est sortie donc, au 30 mars 2016, donc relativement récente, qui a placé finalement en fait, la France parmi les pays européens, donc en 16e position, en termes de transformation digitale. Alors, ce qu'ils appellent la transformation digitale, c'est un indice qui s'appelle le DESI, le Digital Economy and Society Index, qui propose un classement donc, de pays basé sur 5 indicateurs. Premier indicateur, la connectivité. Donc, c'est la capacité, effectivement, à fournir des accès à Internet, notamment, entre autres, aux citoyens en tant que tel. Donc, c'est le taux de couverture, finalement, d'Internet dans un pays donné. C'est le capital humain, donc la capacité effectivement de promouvoir finalement la montée des entreprises de type start-up effectivement dans un pays donné. C'est le fait aussi de former les utilisateurs dans les entreprises sur justement des outils numériques en tant que tels. L'utilisation d'Internet, la numérisation des entreprises, c'est important. Est-ce que effectivement le pas numérique des entreprises est en marche? Est-ce que les entreprises font ce qu'il faut en termes de transformation numérique? Et la partie service public, qui est surtout la partie effectivement qu'on connaît aujourd'hui, c'est toute la dématérialisation finalement des services, que ce soit les impôts en ligne, que ce soit d'autres services en tant que tels, votre compte Amélie notamment. Et donc sur la base de ces 5 indicateurs, chaque pays reçoit effectivement une note entre 0 et 1, 1 étant le plus élevé, et on voit la moyenne donc du coup de la France qui est de 0,51. On peut se dire que ce n'est pas forcément terrible, parce que 16e sur un ensemble de pays, on se rend bien compte qu'on a un petit peu de retard. Alors comment on l'explique? Et c'est intéressant, les entreprises françaises finalement sont encore assez peu, globalement, on ne va pas parler des entreprises du CAC 40 qui ont déjà bien compris l'intérêt de la transformation numérique, mais la globalité des entreprises françaises sont encore assez peu finalement avancées dans la transformation digitale. Alors c'est assez variable parce qu'on voit bien qu'effectivement 99% des entreprises ont un accès à Internet, donc ça c'est très bien. Par contre, il n'y en a que 65% qui ont une page web. Sur ces 65%, 44% proposent un catalogue en ligne, 14% offrent du contenu personnalisé et 13% seulement proposent un suivi de commande. Donc on se rend bien compte qu'il y a quand même des disparités entre les différents éléments. 33% d'entre elles utilisent un ERP et seulement 26% ont une solution CRM. D'accord? Donc c'est assez éloquent. En parallèle, en termes de conduite ou d'accompagnement, on voit qu'effectivement 20% des entreprises ont organisé une formation, au moins une formation pour développer les compétences numériques des salariés, que 14% seulement d'entre elles vendent en ligne en 2013. J'espère que ça a évolué un petit peu depuis quand même. Et que uniquement en 2013, 13% des entreprises étaient présentes sur un média social. D'accord ? Donc on comprend quand on voit ces chiffres qu'effectivement, il y a encore des efforts à faire finalement dans le monde de l'entreprise pour la transformation numérique ou digitale. Si on regarde un peu plus près les usages, on voit que finalement il y a deux types d'usages. Il y a des usages, on va dire, basiques, comme
l'email ou le site internet qui sont plutôt bien finalement en place, on va dire à 90% ou plus de 90%. Par contre, des usages un petit peu avancés, comme les espaces clients personnalisés, 7% seulement, les outils collaboratifs, 37%, c'est un petit peu mieux, les réseaux sociaux, seulement 13%. Donc on se rend bien compte que parmi ces usages, donc ça c'est une étude que je vous invite à lire qui date de septembre 2014, Roland Berger, et c'était spécifique au secteur du commerce. Secteur du commerce, donc on peut se dire que normalement, effectivement, ils auraient tout intérêt, à travers effectivement la digitalisation, à proposer de nouveaux services, parce que ce sont des nouveaux canaux de vente, parce que c'est du business en plus, etc. Pourtant, on voit bien qu'il y a quand même encore des différences en termes d'usage. Donc ça, c'est la partie constat. C'est d'autant plus dommage que lorsqu'on regarde de plus près finalement les entreprises qui ont joué le jeu de la transformation digitale, on s'aperçoit que celles qui ont ce qu'on appelle l'ITN, l'indice de transformation numérique, donc un ITN haut, ont 6 fois plus de croissance que celles qui ont un ITN bas. Donc ça veut dire que la transformation numérique ou digitale, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pas simplement un acronyme de plus en 2016, c'est aussi une réalité économique. Et ceux qui prennent le parti effectivement d'aborder ce virage-là ont des bénéfices en termes de croissance plus importants que ceux qui sont un petit peu en retard. Donc il y a de réelles opportunités à prendre. Autre exemple d'apport, cette fois-ci c'est d'apport en termes d'amélioration du confort de travail. Les entreprises qui ont un ITN très élevé sont beaucoup plus enclins à dire qu'effectivement le déploiement d'outils numériques augmente les compétences et les savoir-faire à 65%, améliore l'implication des salariés et la capacité de dialogue à 42%, et renforce la satisfaction et le bien-être au travail à 52%. Donc c'est important parce qu'il y a un intérêt économique, mais il y a un intérêt aussi en termes d'entreprise et de management. D'accord ? Et c'est ce que je vais vous montrer juste après dans l'exemple, justement, on va dire du point de vue de Microsoft, c'est que si vous prenez soin finalement de vos collaborateurs et que vous finalement décloisonnez l'ensemble des services d'une société en apportant justement des outils numériques en tant que tels, vous allez mieux prendre soin de vos clients. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des collaborateurs qui sont mieux engagés, vous avez une communication qui est unifiée et vous avez donc du coup une capacité à mieux répondre en fait aux enjeux de vos clients en tant que tels. Et ça, c'est important de noter, c'est que la transformation digitale n'est pas une histoire technologique, c'est avant tout une histoire de stratégie. Dans la conférence juste avant, quelqu'un disait que les technologies aujourd'hui existent. Vous allez trouver les outils dont vous avez besoin pour répondre à vos problèmes. Donc, ce n'est pas un problème technique, c'est avant tout un problème de stratégie. C'est effectivement la transformation numérique, la digitalisation des entreprises, c'est quelle est votre stratégie à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et une fois que vous avez bien défini votre stratégie, la manière dont vous y allez, après vous êtes en capacité de choisir les bons outils. Mais il ne faut pas imaginer que parce que vous allez choisir des outils, ça va vous transformer de manière durable dans le temps. Ce n'est pas vrai. Il faut d'abord avoir défini une stratégie et la manière dont vous vouliez accomplir cette stratégie. Donc l'apport de Microsoft, la vision de l'espace de travail vue par Microsoft en 2016, c'est le suivant. Microsoft considère qu'effectivement la transformation des entreprises en termes de numérique va passer par 4 piliers. Le premier pilier, c'est la mobilité. C'est la capacité de pouvoir utiliser l'ensemble des services dont j'ai besoin dans l'entreprise, n'importe où, n'importe quand, donc 24 heures sur 24, en utilisant notamment le bénéfice des services en ligne. D'accord ? Le deuxième pilier, c'est la capacité de faire communiquer de manière intelligente en fait, les systèmes entre eux pour pouvoir effectivement consolider l'expérience client et avoir l'information la plus fine et la plus riche possible. Donc c'est évidemment à l'aide d'un logiciel CRM, mais avec aussi l'interaction, notamment avec les outils Office en tant que tel, de manière intelligente. Et je vais vous montrer en quoi c'est intelligent. La troisième brique de cette transformation, c'est également effectivement de maîtriser l'ensemble des opérations de gestion, quel que soit le secteur d'activité, en pouvant effectivement avoir des informations, une communication qui soit unifiée entre les différents services. Il n'y a rien de plus insupportable finalement d'avoir un commercial qui a un outil CRM mais qui ne communique pas avec l'outil ERP alors que effectivement l'administration des ventes vont perdre du temps à retraiter les commandes, à s'assurer que la livraison est bien effectuée, etc. Donc comment on fait pour rapprocher ces deux mondes ? Le dernier pilier, c'est l'exploitation des données.
toutes ces données qu'on va capitaliser à travers effectivement les différentes solutions techniques, il va falloir les transformer en valeur ajoutée pour créer de nouveaux services et mieux comprendre et anticiper les besoins des clients. Donc là, c'est tout l'apport effectivement aujourd'hui du machine learning, du big data, qui vous permet d'exploiter effectivement à n'importe quel niveau en fait ces données. Ces 4 piliers sont les 4 piliers selon le Microsoft, c'est un parti pris, de la transformation digitale. Être performant n'importe où, n'importe quand, engager une relation sur le long terme, maîtriser l'ensemble de ses opérations et tirer profit de ces données. Donc ça, c'est le leitmotiv de Microsoft. Comment ça se concrétise? Je vous montre un exemple d'entreprise moderne, et puis à la fin, je pourrais, si vous le souhaitez, citer un exemple de cas client sur lequel on a abordé ça en tant que tel. L'entreprise moderne repose en fait sur ces 4 piliers ou 4 caractéristiques. C'est effectivement augmenter la productivité du personnel, renforcer le contact avec le client, être prêt à faire face à toute éventualité. Donc c'est aussi l'aspect mobilité, d'être capable de pouvoir répondre effectivement dans n'importe quelle situation. Et puis évidemment, accroître une croissance efficace. Et ça, pour Microsoft, ça passe notamment par effectivement le déploiement des services en ligne, donc le cloud, qui vous permet effectivement de pouvoir adresser l'ensemble des besoins de l'entreprise, n'importe où, n'importe quand, pour n'importe quel utilisateur. L'exemple, comment on décloisonne les services en améliorant la collaboration. Un exemple très simple, on va se positionner dans une entreprise qui s'appelle Chocolaterie Le Maître, qui est fabricant de chocolat, qui a un réseau de clients distributeurs, donc ils vont avoir effectivement des épiceries fines, des choses comme ça comme clients. Et vous avez différents rôles. Vous avez Julie Petit, qui elle est consommatrice finale, donc elle achète effectivement chez un de mes clients en fait ces chocolats. Et en plus, elle est très férue de sites internet et elle commente en fait tous les nouveaux chocolats qu'elle trouve sur le net. Voilà, elle aime bien, c'est son hobby. Julie consommatrice n'est pas ma cliente, je précise. Ma cliente, c'est le distributeur. Par contre, ça peut être intéressant pour moi de savoir ce que pense Julie de mes chocolats. On va avoir ensuite ma cliente, Fanny, qui elle est effectivement client-distributeur, qui achète donc directement auprès de mon commercial Hugo donc, les différentes gammes de chocolats, et qui est très proche de ses clients. Elle adore les chocolats et lait et surtout elle déteste être livrée en retard. Ensuite, nous avons donc l'entreprise, donc Hugo Martin, qui est le commercial B2B de la chocolaterie Le Maître, qui lui est souvent en mobilité, qui prend les commandes directement donc lors des rendez-vous, et il déteste évidemment perdre du temps dans les commandes, notamment dans l'administration des ventes. Ça tombe bien, puisqu'on a son homologue Virginie Robert, qui est administratrice des ventes, qui elle récupère effectivement les commandes qui viennent d'un site web ou qui viennent de Hugo, et qui va effectivement venir traiter les commandes de manière intelligente et facile. Puis on a Marie, responsable marketing, et ce qui l'intéresse, c'est effectivement de pouvoir programmer des campagnes de communication. Donc, il y a la partie campagne marketing classique, mais également aussi la surveillance de tous les réseaux sociaux pour pouvoir justement identifier des problèmes éventuellement ou des litiges potentiels. Et enfin, on va avoir donc le dirigeant, Étienne Lemaître, qui lui est toujours en mobilité, puisque lui, son hobby, c'est d'aller chercher de nouveaux produits, de nouveaux fournisseurs pour pouvoir effectivement développer des nouvelles gammes de chocolat. Il aime bien, même en étant en mobilité, avoir un contrôle sur l'activité de la société, et il n'aime pas les transports en commun. Comment fait-on pour finalement relier en fait toutes ces personnes et faire en sorte que toutes ces personnes qui ont des profils différents dans la société travaillent de manière intelligente, et surtout que moi je puisse apporter un service complet donc, à ma cliente qui est Fanny Dupuis au centre, alors qu'elle traite avec des clients finaux que moi je ne connais pas en tant que tel. Donc c'est tout l'enjeu effectivement de l'entreprise moderne. Et ce que dit Microsoft, c'est plus vous décloisonnez finalement l'ensemble des services entre eux et les utilisateurs entre eux, plus vous facilitez finalement la relation que vous avez auprès de vos clients, et vous allez rendre évidemment vos clients plus heureux. Comment ça se passe ? Donc l'entreprise mobile, je vous ai dit, c'est un des piliers. Hugo Martin, il a besoin de faire quoi? Lui, ce qu'il veut, c'est faire des présentations modernes de ses produits. Donc déjà, tous ces catalogues produits sont numérisés. On arrête effectivement les catalogues papier ou choses comme ça. Il a sa tablette, il peut être en capacité à présenter tous ses produits. Les fiches produits sont mises à jour directement dans le cloud, puisqu'il n'a pas eu besoin en fait, d'avoir de clés USB ou choses comme ça. C'est directement mis par le service marketing. Lui, il a automatiquement les dernières versions de présentation de catalogue qui sont en ligne. Lorsqu'il va à un client, il peut interagir directement avec le client et lui montrer effectivement l'ensemble des produits qui peut l'intéresser, notamment les nouvelles gammes. Deuxièmement, il va synchroniser l'ensemble des informations sur sa tablette
en mobilité ou sur son téléphone. Donc là, c'est différents écrans. Là, c'est un écran qui va me permettre de pouvoir voir toutes les interactions que j'ai effectivement avec mon client. Donc ça, c'est un partenaire qui fait ça. Ce n'est pas Microsoft, mais c'est un partenaire de Microsoft avec lequel on travaille, qui va s'appuyer sur l'ensemble des données, en fait, que ça vienne du CRM ou de l'ERP, que je vais consolider pour pouvoir visualiser l'ensemble des interactions en tant que telles. Et évidemment, j'ai tout ça évidemment sur mon téléphone préféré, et je vais pouvoir directement, après un rendez-vous, venir compléter les informations dont j'ai besoin. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Ce qui est intéressant, c'est les capacités du cloud. Donc c'est le fait de pouvoir utiliser aussi en ligne Excel pour venir modifier ou visualiser des commandes clients et venir consolider l'ensemble de ces éléments donc dans des tableaux de bord, dans des graphiques qui sont modifiables et qui vont me permettre de mettre à jour rapidement en fait, mon outil CRM. Toujours Hugo, lui, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir visualiser dans son CRM, et c'est la partie droite de l'écran, c'est pas très visible, c'est toutes les informations qui viennent finalement alimenter son CRM, notamment les informations financières qui viennent de l'ERP. Donc c'est la capacité effectivement d'avoir une vision globale, y compris financière, de son client, sur les encours clients, les soldes, etc., pour pouvoir effectivement être en capacité, lorsque je suis en rendez-vous, à éventuellement faire une relance à mon client en disant il y a un petit peu de retard dans les règlements. C'est également la possibilité depuis Outlook d'avoir un accès direct en fait, à son CRM et de convertir directement son email en opportunité ou en incident depuis Outlook. Je n'ai pas besoin de sortir d'Outlook pour pouvoir faire ce type de traitement. D'accord ? C'est intéressant parce que là, non seulement j'ai la fiche client, mais je vois effectivement sur sa fiche client tous les incidents récents, toutes les opportunités. Donc j'ai déjà une prévisualisation depuis Outlook de toutes les informations dont j'ai besoin pour travailler correctement. Troisième point, c'est la prise de commande facilitée, notamment par le fait que je vais pouvoir faire de la prise de notes rapide avec des outils comme OneNote, qui sont également synchronisés avec mon CRM. Et donc, toutes les prises de notes que je vais faire à la volée de manière manuscrite ou écrite sur un clavier vont me permettre de venir agrémenter finalement en fait, l'information que je délivre à mon client. Cette note que j'ai prise en mobilité, elle est déjà intégrée en fait, en ligne dans la fiche client sur mon CRM. La prise de photo, évidemment, j'utilise les fonctions natives de mon appareil photo ou de ma tablette pour pouvoir effectivement prendre ce genre de photos. Donc toutes ces informations participent effectivement à cette connaissance. Cette connaissance, elle va être transmise après à l'administratrice des ventes. L'administratrice des ventes qui reçoit le même message, le même mail, elle, ce qu'elle va voir, ce n'est pas forcément la fiche du client. Ce qui va l'intéresser, elle, c'est de voir directement la fiche article de l'ERP depuis le mail. Donc depuis l'email, j'ai la capacité d'ouvrir directement la fiche article depuis l'ERP et de voir si par exemple la commande de cette cliente, j'ai bien effectivement la disponibilité en termes de stock. Et si je n'ai pas la disponibilité, il faut tout de suite que je fasse en fait le approvisionnement nécessaire. D'accord ? Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de systèmes qui vous proposent en 2 clics d'afficher directement la fiche article d'un ERP en tant que tel depuis Outlook. C'est quand même assez sympa. Ça va me permettre de voir la fiche article, de consulter la disponibilité. Ça me permet aussi, moi, d'avoir une récupération automatique des commandes qui sont prises par Hugo dans le CRM. Je les récupère automatiquement dans mon ERP pour pouvoir les traiter directement. Je n'ai pas besoin qu'Hugo m'appelle pour me dire qu'il y a une nouvelle commande ou qu'il m'envoie un email. J'ai une automatisation qui fait que toutes les commandes qui sont prises par Hugo, lorsqu'il clique sur le bouton « Envoyer la commande », ça arrive directement dans mon ERP. Je n'ai plus qu'à valider la commande en tant que telle. Et je vais pouvoir valider notamment les informations et visualiser depuis ma fiche article, sur la droite, les informations sociales. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est en train de se dire sur mon article sur les réseaux sociaux. Est-ce que mon article, je suis en train de vendre des chocolats qui s'appellent chocolat Venezuela Corsé. Je vois qu'actuellement, j'ai des indicateurs qui me disent qu'il y a des informations négatives qui sont en ce moment postées sur les réseaux sociaux. Donc ça, j'ai bien le regroupement en fait, de la partie sociale avec directement ma fiche article. Donc je suis capable, moi aussi, de pouvoir mesurer l'impact en fait, de mes produits, l'image de mes produits directement depuis l'ERP en consolidant les informations sociales. Informations sociales, justement, que je vais retrouver auprès de Marie Durand, dont je rappelle qu'elle est responsable marketing. Et elle va pouvoir effectivement avoir des tableaux de bord qui vont lui permettre d'analyser simplement tout ce qui se dit sur l'image de marque, sur les produits, sur les concurrents, à travers différents canaux, Facebook, Twitter, les blogs, Instagram, de manière très facile.
Maintenant, ce qui est intelligent aussi, c'est qu'elle puisse être alertée en temps réel. Donc elle va évidemment se paramétrer des alertes qui font que lorsqu'un événement particulier se produit sur les réseaux sociaux, elle n'a pas besoin d'aller consulter le tableau de bord en permanence, c'est l'information qui vient à elle. Et elle va recevoir une information en disant attention, il y a un pic d'activité, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un bad buzz? Est-ce que c'est un début de crise? On a des clients typiquement dans le domaine agroalimentaire qui utilisent ce type de plateforme pour justement anticiper les gestions de crise alimentaire. C'est des sujets qui reviennent chaque année. On ne va pas en citer, mais vous les connaissez. Voilà, tous les problèmes de conditionnement, de produits de corps étrangers, etc. C'est des phénomènes qui arrivent régulièrement. Et surtout, je vais pouvoir engager la discussion directement à partir de ce tableau de bord et convertir finalement ce poste directement en incident dans mon CRM pour que Hugo soit au courant qu'il y a un incident effectivement qui est arrivé sur ce produit-là. Ce poste, il est fait par Julie Petit. Je rappelle que Julie Petit, c'est ma consommatrice finale qui n'est pas ma cliente. Pour autant, je suis capable de croiser donc, du coup, l'information qui vient d'un consommateur final et de pouvoir éventuellement alerter ma cliente en disant attention, on a eu un souci, on a eu des alertes sur une série de lots et donc vous êtes potentiellement concerné par ce produit-là. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où moi je prends la discussion, j'engage la discussion avec Julie Petit, je suis capable d'un coup d'identifier avec la consommatrice, le numéro du lot, la date de limite de consommation, etc. Et donc, du coup, je suis capable de tracer finalement quel était le lot et ce lot-là, à qui je l'ai vendu. Quels sont les clients à qui j'ai vendu cette série-là. Donc, si j'ai un vrai souci de non-conformité finalement sur le produit vendu, je suis capable de faire un rappel produit à l'ensemble de mes clients distributeurs. Et je vais pouvoir animer derrière et organiser une campagne marketing pour pouvoir soit effectivement faire des rappels produits, comme je le disais, soit aussi pour animer. C'est-à-dire, je vais animer des communautés de prescripteurs autour de mes produits, en utilisant justement les écoutes des réseaux sociaux, pour organiser par exemple des campagnes Facebook en tant que telles, et faire en sorte que je développe effectivement une communauté de prescripteurs. Je rappelle que ce ne sont pas mes clients finaux. Pour autant, je prends soin de mes clients au sens large du terme. Mes clients à qui je vends, mais les clients finaux qui sont consommateurs de mes produits. On va pouvoir résoudre les incidents. Donc ça, c'est la partie CRM. Donc j'ai récupéré automatiquement l'incident et dans mon CRM, je vais pouvoir évidemment avoir un cycle de résolution d'incidents dans lequel je vais faire intervenir un certain nombre d'informations. Je vais pouvoir piloter de manière globale l'ensemble des incidents, effectivement par sujet, par service, par client. Et enfin, je vais pouvoir mesurer la satisfaction de mes clients grâce à des enquêtes qui sont ciblées. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est Microsoft. Donc, je ne sais pas si c'est la vision que vous aviez de Microsoft en tant que telle, mais tout ça, c'est du Microsoft aujourd'hui. Dernier point, le pilotage de l'entreprise. Vous avez le dirigeant, je vous rappelle, qui est effectivement en mobilité. Donc ce dirigeant-là, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir effectivement des données en temps réel sur son activité. Donc c'est d'avoir des tableaux de bord qui lui permettent d'avoir des informations sur les revenus de la société, sur le nombre d'opportunités, le nombre de ventes, ce genre de choses. D'avoir multiples sources de données, d'avoir des petits graphiques un petit peu sympas pour visualiser par exemple le nombre d'incidents en cours. Donc là, c'est un petit graphique qui vous permet de visualiser en fait l'ensemble de vos clients qui sont représentés par poisson. Plus le poisson est gros, plus en fait vous avez d'incidents déclarés pour les clients. Je vous invite à le voir en réel, c'est plus sympa parce que les poissons bougent dans le bocal sur le centre de Microsoft. Mais ça, c'est sympa parce que ça permet effectivement de représenter les données de manière différente. Plutôt que d'avoir des tableaux effectivement un peu statiques, on a la capacité aujourd'hui, avec les outils Microsoft, d'avoir des choses un peu sexy et fun, comme des graphismes de ce type-là. Donc là, c'est intéressant parce que c'est toujours dans l'esprit de réclamation. C'est visualiser finalement l'ensemble des réclamations sur l'ensemble de mes produits. Et je vois tout en bas que j'ai effectivement un souci sur le lait yuzu, puisque j'ai beaucoup d'incidents sur le chocolat au lait yuzu qui apparaît dans mon tableau. Et si je creuse un peu plus loin, je m'aperçois que ces incidents, principalement, en fait, concernent le site de fabrication de Lyon, puisque je fais fabriquer sur plusieurs sites. Et donc, je suis en capacité de dire, là, j'ai peut-être un problème de qualité sur le site de Lyon. Donc, il va falloir effectivement que je fasse une enquête qualité en tant que telle avec mon responsable qualité.
toutes ces informations vont être partagées et annotées depuis le smartphone du dirigeant. Que les tableaux que je vous montre, il va pouvoir les consulter en mobilité. Je rappelle qu'il n'aime pas les transports en commun, pourtant il prend beaucoup l'avion ou le taxi ou autre. Et lui, il a besoin d'avoir un coup d'œil en temps réel. Donc, tous les tableaux, il va pouvoir les consulter depuis son téléphone. Il va pouvoir les annoter et venir alerter, par exemple, soit le responsable qualité, soit son directeur commercial en disant qu'est-ce qui se passe. Là, il y a un problème dans les chiffres. Comment fait-on? D'accord? Tout ce que je vous montre aujourd'hui, c'est effectivement c'est l'entreprise finalement qui est unifiée. Puisqu'en fait, tout le monde, avec évidemment ses profils différents, ses valeurs différentes, va pouvoir, au travers d'un seul identifiant, se connecter à une plateforme unique, la chocolaterie Le Maître, accéder à l'ensemble des services dont il a besoin, que ce soit le service de messagerie, le service CRM ou le RP, ou effectivement l'écoute des réseaux sociaux. Chaque profil utilisateur étant différent, chaque personne va se voir adresser évidemment les outils dont il a besoin. Et en plus de ça, avec une administration qui est simplifiée, donc ça c'est pour la partie technique. Donc ça c'est généralement les DSI sont très contentes puisqu'elles ont une seule plateforme de contrôle et de pilotage finalement de l'ensemble de ces services pour l'ensemble des utilisateurs. Donc ça c'est l'entreprise moderne telle qu'elle est vue et vécue aujourd'hui par nos clients. Et nous, on accompagne donc depuis maintenant une trentaine d'années en fait l'ensemble de nos clients justement sur la mise en place et l'adoption de ces outils de manière unifiée. Donc on a des clients qui ont commencé par le RP pour tout ce qui est gestion de production, qui ont mis ensuite en place un outil CRM pour la gestion de relations clients, qui maintenant attaque la partie réseau social et marketing avancé. Et l'ensemble de ces services, étant sur une plateforme globale unique, sont complètement unifiés pour l'ensemble des collaborateurs. De telle manière qu'on a décloisonné dans les organisations, et d'ailleurs c'est surtout avant tout un projet d'organisation plus qu'un projet informatique, c'est la réflexion de comment je fais pour me réorganiser autour de ces nouvelles finalement technologies. Le dernier cas, c'est un client dans l'agroalimentaire où effectivement on a mis en place toute la partie coûts de réseaux sociaux pour pouvoir prendre en compte tout l'aspect relations consommateurs, alors qu'eux n'avaient pas connaissance jusqu'à l'heure des consommateurs finaux, ils ne travaillaient qu'avec des clients en grande distribution. Bon, maintenant, ils adressent directement en fait, auprès de leurs consommateurs finaux des campagnes marketing, des animations de jeux concours Facebook. Ils prennent soin de leurs consommateurs finaux, puisque avec l'ampleur des réseaux sociaux et tous les phénomènes de bad buzz et d'amplification, ils n'avaient plus d'autre choix effectivement que de tenir compte de ça en tant que tel. Et ce qui veut dire qu'en termes de réorganisation, c'est qu'aujourd'hui, le service marketing travaille main dans la main avec le service qualité, qui travaille lui-même main dans la main avec effectivement les responsables commerciaux qui vont visiter les clients. Et donc, du coup, ils ont complètement décloisonné finalement l'organisation interne de l'entreprise. Et c'est ce qu'on appelle l'entreprise moderne. Je vous remercie. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, donc, vous pouvez nous rencontrer sur le stand Microsoft, H26 et I29. Et puis, je vous propose une série de questions-réponses pour ceux qui souhaitent. Merci Samuel Gurier. En effet, vous pouvez lui poser des questions. Comme il est là, tout frais dispo, madame. Oui, bonjour. Ça marche? Bonjour. Ça marche. Oui. Dans cette stratégie d'entreprise unifiée, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, ou digitale, quel est le rôle joué par les derniers développements Skype for Business et potentiellement une intégration Skype grand public, Skype for Business? On a un peu entendu parler de votre stratégie, mais concrètement, enfin c'est pas la vôtre, c'est celle de Microsoft, mais concrètement, quel rôle jouent les développeurs de centres de contact et également, comment est-ce que vous allez faire marcher ça dans la partie centre de contact qui n'existe pas dans votre exemple? Oui, c'est un parti pris d'un scénario. C'est vrai la partie Skype for Business, elle est intéressante puisque Microsoft, donc, comme vous le savez, avait racheté Skype, a intégré Skype dans l'offre professionnelle et vient, il n'y a pas très longtemps, parce que ça date de quelques semaines, voire un mois, de proposer une offre de service Skype for Business avec la partie communication unifiée, ce qu'on appelle Office 365 E5. Donc c'est quelque chose qui va se mettre en place petit à petit.
La partie effectivement centre d'appel téléphonique va, à mon sens, se développer du coup de manière. C'est pas encore le cas pour répondre à votre question. Ça va se développer, je pense, en fait, à partir de cette année, justement par le biais de cette offre-là, puisque jusqu'à présent, il n'y avait pas tout l'aspect effectivement communication native. Il fallait avoir des connecteurs avec des PABX, remonter de fiches d'appel, etc. Choses qui vont devenir plus accessibles justement avec cette nouvelle offre de Microsoft. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question en tant que telle. Donc ça veue dire qu'aujourd'hui, alors je ne voulais peut-être pas suffisamment montrer, mais dans la partie gestion des incidents, il y a une plateforme unifiée qui n'est pas présentée dans le scénario, qui s'appelle Parature, qui est un produit qui a été racheté l'année dernière par Microsoft et qui est un outil justement multicanal qui vous permet de gérer du live chat, qui vous permet de gérer de l'email, qui vous permet de gérer le suivi des réseaux sociaux et qui vous permet donc d'interagir avec l'ensemble des canaux en temps réel. Et donc pour les centres d'appel, effectivement, c'est quelque chose de très pertinent. Donc ça me permet de pouvoir suivre par exemple la visite du site web d'un client, de savoir que s'il reste au bout de 30 secondes sur ce site web, peut-être qu'il a un intérêt potentiel et je vais pouvoir déclencher un live chat directement avec lui à travers cette plateforme. Et là où on rejoint le scénario, c'est que si effectivement cette personne est suffisamment intéressée, je vais pouvoir convertir après cette information en prospect dans mon CRM et là c'est le service commercial qui prend le relais derrière. D'accord ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'autres questions? N'hésitez pas. Hein, juste un effort encore et nous arrêtons. Non. En tout cas, merci beaucoup. Samuel Gourrier, vous êtes responsable de Frisatech. Merci à vous.